Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau Midi Minatech. Donc, bonjour à ceux qui sont connectés à distance et bonjour aux personnes qui sont dans la salle. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marie Dumont, qui est directrice du Centre d'études de la neige dans un institut ou un laboratoire mixte avec Météo France, le CNRS. Euh, je vais donc commencer par présenter le prochain Midi Minatech avant que je n'oublie. Donc, si vous voulez tout savoir, en tout cas, en savoir plus sur les matériaux 2D, qu'est-ce que ça veut dire déjà un matériau 2D, deux dimensions, quelles sont les applications en cours ou à venir, et surtout comment on peut le fabriquer grâce à des techniques comme l'épitaxie par jet moléculaire. Donc, pour tous ces mots, entre guillemets, savants, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous inscrire pour la semaine prochaine au Midi Minatech qui sera donné par Mathieu Jamet, qui est chercheur à l'IRIG. Donc là, sans plus attendre, parce que là, on a une question très importante. euh, Pourquoi et comment la neige peut avoir différentes couleurs? Parce que bon, intuitivement, on se dit la neige, bah, c'est blanc, à part quand elle est sale, bah, elle devient grise ou noire. Mais bon, là, apparemment, la neige peut être orange. Donc, je vais laisser la parole, et qu'est-ce que ça change? Je vais laisser donc la parole à Marie Dumont, qui va nous parler de neige blanche ou orange. Ça change quoi? Et on se retrouve après pour les questions. Marie, c'est toi. Merci. Merci beaucoup, Thibaut. Donc bonjour à tous, merci beaucoup d'être là dans la salle et puis aussi à distance. Donc aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de vous parler de la neige et de sa couleur. Alors ça tombe bien, c'est un sujet qui a un peu de saison et puis cette année, la neige s'est invitée très bas, de manière un peu exceptionnelle en altitude. Et elle est aujourd'hui sous un beau soleil. Donc moi, je vais parler de la neige blanche et de la neige orange. Mais avant tout, pour commencer, je voulais un peu rappeler pourquoi en fait il y avait un centre d'études de la neige et pourquoi il y avait des gens qui travaillaient sur la neige. Donc la neige, c'est beau, ça a un côté aussi fun. Des fois, ça peut être un peu inquiétant, mais c'est un élément très très important de notre système Terre et en particulier de notre système climatique, à cause de sa couleur et à cause des rétroactions qui sont liées à sa couleur. Donc ça, je vais le développer un peu dans ma présentation aujourd'hui. Ensuite, la neige, ça recouvre tous les éléments de la cryosphère, donc les glaciers, les calottes glaciaires, la glace de mer, le permafrost, et du coup, en les recouvrant, en les protégeant, ça va en contrôler en partie l'évolution. Ensuite, la neige, quand ça fond, ça devient de l'eau. Donc, c'est une ressource en eau importante, donc dans les zones de montagne ou dans les zones recouvertes par la neige. Et puis, enfin, la neige, c'est à l'origine de plusieurs risques naturels, comme en particulier les avalanches ou encore les crues nivales. Et puis, c'est important pour les écosystèmes en général, que ce soit les animaux, les plantes ou aussi les humains. Alors, la neige... En général, la couleur de la neige, on se pose pas beaucoup de questions. La neige, on dit que c'est blanc. Et effectivement, c'est blanc. Et sur cette image ici, qui a été prise en Antarctique, on voit que c'est blanc, oui, mais ça peut être différents types de blanc. Donc là, on voit déjà des strates de neige différentes se révéler un peu sur la photo. C'est plus ou moins gris. Les raisons pour lesquelles cette neige est plus ou moins grise, plus ou moins blanche, on va dire, c'est qu'il n'y a pas un seul type de neige, mais il y en a tout un tas de types de neige différentes. Et donc là, ce qui s'affiche sur la droite de l'écran, c'est des images 3D de neige faites à très très haute résolution. Donc les petits cubes, ils font à peu près 5 mm ici. Et ce qu'on voit, c'est l'arrangement 3D de la glace et de l'air dans la neige. Donc on voit qu'il y a plein de types de neige différents. Tout ça, c'est de la neige. Et avec des structures qui peuvent être très très fines ou beaucoup plus grossières. Et donc, cette structure qui change dans la neige en fonction de tout un tas de conditions, elle va être responsable d'un changement de la couleur de la neige. Et ça, c'est très important. Alors, c'est très important parce que ça va être à l'origine d'une rétroaction qui est très puissante pour notre climat. Donc ici, à gauche, on voit encore deux types de neige différents. Donc, vu sous deux angles différents, les petits cubes, c'est à très haute résolution. Là, la barre, elle fait 1 millimètre. À droite, pour chaque type de neige, j'ai mis l'image juste à la loupe, classiquement. Donc, on voit qu'on a des neiges très fines, des neiges très grossières, des neiges rondes, des neiges angulaires. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'une neige très fine va être beaucoup plus blanche qu'une neige grossière. Et ce, dans le visible, donc ce qu'on voit à l'œil, mais aussi particulièrement dans l'infrarouge, où il y a une grande quantité du rayonnement solaire qui arrive.
Alors, la conséquence de ça, c'est qu'une neige très fine va renvoyer beaucoup plus la lumière du soleil qu'une neige qui va être beaucoup plus grossière. Et donc, du coup, une neige grossière va absorber plus d'énergie qu'une neige fine. Alors, couplé à ça, il y a l'évolution de la neige dans le temps. En général, la neige, quand elle tombe du ciel, elle est très fine, ça on le sait quand on la regarde, ça dépend un peu des conditions météorologiques, mais en général, elle est fine. Et puis quand elle va évoluer au sol, elle va avoir tendance à grossir. Ce qui fait que quand elle vieillit, la neige, elle devient de moins en moins blanche. Du coup, ça fait une rétroaction que je décris ici. Avec le temps, la neige, elle grossit, les grains de neige, on va dire, qui grossissent. Son albédo, c'est-à-dire son pouvoir réfléchissant, va décroître. La quantité d'énergie qu'elle absorbe, qui vient du soleil, va augmenter. Et du coup, elle va encore grossir de plus en plus vite. Donc, c'est un espèce de cercle vicieux qui va avoir tendance à emballer la fonte des neiges et qu'on appelle le Snow Intrinsic Albedo Feedback dans notre communauté. Alors ça, c'est pour les différentes blancheurs de la neige. Après, des fois, la neige, elle est aussi pas blanche, elle est colorée. Et elle est colorée, alors je suis désolée pour le contraste sur l'écran, peut-être qu'à distance c'est mieux. Je le montre sur les images, les photos qui sont à gauche ici. Des fois elle est un peu orange, des fois elle est un peu marron, des fois elle est un peu rouge, des fois elle est aussi un peu grise. Et elle est colorée parce qu'en fait il y a des particules qui viennent de l'atmosphère ou non, qui se déposent sur cette neige et qui vont la colorer. Donc ici, sur les deux exemples en haut de l'image, c'est des poussières qui viennent du Sahara, qui sont déposées sur le manteau neigeux, qui lui donnent cette teinte très reconnaissable, un peu orangé rouge. En bas, c'est des organismes vivants qui s'appellent des algues, qui sont des algues vertes, si je me trompe pas, Eric, et qui, là, ont bloomé et sont rouges. Et puis, la principale couleur qu'on retrouve dans la neige, alors qui est un peu moins visible à l'œil nu, c'est gris. C'est juste de la pollution qui vient de la combustion des énergies fossiles, donc ce que nous, on appelle le carbone suie. Alors, la conséquence de la présence de ces particules colorées sur la neige, on la voit directement sur les photos. Ça change la couleur, ça assombrit la neige. Donc, quand on combine ça à la rétroaction que je vous ai expliquée juste avant, eh ben, on crée une rétroaction positive qui est encore plus forte, qui est que la neige évolue dans le temps avec des particules colorées. Du coup, son albédo, sa couleur, devient encore plus sombre. Du coup, elle absorbe encore plus d'énergie que s'il n'y avait pas de particules colorées. Et du coup, elle évolue encore plus vite et elle fond encore plus vite. Donc, en présence de ce que nous, on appelle des impuretés, ces particules qui absorbent la lumière, eh ben, on assiste à un emballement de la fonte de la neige qui est liée à sa couleur. Alors, pour connaître un peu à quel point c'est important, en fait, pour quantifier l'impact de ça sur l'évolution de la neige, ce qu'on a besoin de savoir, c'est quels sont les autres phénomènes qui permettent à la neige d'évoluer. Et donc, c'est ce que je vais essayer de présenter maintenant. Donc nous, on voit souvent un manteau neigeux comme une pile de couches de neige successives qui viennent des différents événements de précipitation. Cette pile, elle est posée sur quelque chose, alors sur le sol, sur le goudron, sur la glace, et elle échange des flux d'énergie et de masse avec l'atmosphère. Donc elle capte l'énergie qui vient du soleil, on en a parlé tout à l'heure, elle en renvoie une partie, elle absorbe l'énergie thermique de l'atmosphère, elle en réémet aussi une partie en fonction de sa température. Et puis ensuite, on a des échanges de flux turbulents qui sont liés au vent, où on a un équilibre qui se fait entre la température de l'air et la température de la neige, et l'humidité de la neige et l'humidité de l'air. Ensuite, on a des échanges avec le sol ou le goudron ou la glace en dessous. Donc pareil, des échanges de masse et d'énergie qui essayent de mener un équilibre. Et puis, à l'intérieur du manteau neigeux, il y a tout un tas de processus physiques qui se passent. Donc déjà, il y a la lumière du soleil qui pénètre et qui est absorbée en profondeur. Ensuite, on a des échanges thermiques, on a des changements de phase, on a du transport de l'eau liquide et aussi du transport de la vapeur d'eau qui est dans la neige. Et puis, on a tout un tas de phénomènes mécaniques qu'on connaît bien. C'est la neige qui, en fait, se densifie sous l'effet de son propre poids. Donc, ça fait un sacré tas de phénomènes physiques différents. Et du coup, c'est un peu difficile de savoir, comme ça, juste avec notre cerveau, quelle est la part, en fait, du changement de couleur et du dépôt de particules colorées, quel rôle ça joue vraiment dans le manteau neigeux. Alors nous, pour simplifier les choses, eh ben, on met tous ces processus physiques-là dans des modèles qu'on appelle des modèles de neige, qui sont des modèles numériques, qui vont représenter la neige comme tout à l'heure je vous ai expliqué, comme des couches numériques avec chacun des propriétés. Donc des types de neige, des tailles de grains, des quantités d'impuretés, des quantités d'eau liquide, de la température, de la densité, etc. Et donc ces modèles, ils vont représenter tous les processus physiques que je vous ai présentés tout à l'heure de manière plus ou moins simplifiée, et ça va nous aider à isoler chacun des effets de ces processus physiques, et en particulier l'effet de sa couleur.
Alors nous, en France, on travaille beaucoup avec un modèle qui s'appelle Crocus. C'est un peu poétique, qui a été développé par Météo France il y a à peu près une trentaine d'années. Donc c'était le début du développement. Maintenant, on le fait évoluer en permanence. Et c'est le modèle qui est entre autres utilisé en support à la prévision du risque d'avalanche. Je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui font du ski de randonnée et qui lisent les bulletins du risque d'avalanche qui viennent de Météo France. Ces modèles, ils sont en partie faits ces bulletins, ils sont en partie faits à l'aide de ce modèle. Donc tout ce modèle, on l'a fait évoluer dans le cadre d'un projet ANR, donc Agence nationale de la recherche, qui s'appelait EBONI, depuis plusieurs années, et on a intégré dedans l'effet des particules colorées, en particulier l'effet de la poussière de sable saharien et l'effet du carbone suie dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors pour ça, on a fait 2 saisons de campagne hivernale au col du Lautaret, donc pas très très loin de Grenoble, c'est l'image qu'on voit sur la gauche, où pendant ces 2 saisons hivernales, toutes les semaines, on allait là-haut, on faisait un puits dans la neige et on prélevait patiemment toutes les couches de neige, on les ramenait en laboratoire et on analysait ces couches de neige en laboratoire pour savoir leurs propriétés physiques, mais aussi analyser leurs propriétés chimiques, c'est-à-dire savoir combien de poussière elles contenaient et combien de carbone suie elles contenaient. Et donc tout ça, ça nous a permis en fait de faire évoluer notre modèle, de connaître ses capacités, de connaître sa précision et après de pouvoir l'appliquer sur d'autres périodes et sur d'autres régions. Donc là, c'est juste un petit aperçu de l'évolution donc des mesures qu'on a fait sur le terrain pour un hiver. L'axe Y, c'est la hauteur de neige, et puis en bas, l'axe X, c'est la date. En bas, c'est le contenu en poussière, donc sur quasiment la colonne entière de neige. Et en haut, c'est le contenu en carbone suie, avec 2 méthodes de mesure différentes. Donc il y a tout un tas de problématiques qui est associées à la mesure de ces constituants, mais en gros, on a cette base de données importante pendant 2 hivers au col du Lautaret qui va nous permettre vraiment d'évaluer notre modèle. Donc une fois qu'on avait vérifié que ce modèle il marchait pas si mal au col du Lautaret, donc modèle qui est nourri par des variables météorologiques qui viennent d'un autre modèle et aussi des flux de dépôts atmosphériques de polluants qui viennent d'un autre modèle de Météo France. Donc on a vérifié que ça marchait bien au col du Lautaret et puis après il s'est passé cet événement. Donc c'était en mars 2018, c'était avant le Covid. Et donc sur les réseaux sociaux, on avait été frappé par cette photo qu'on avait trouvée de cette jeune dame en jaune qui skie sur une neige complètement orange. Et donc ça, c'était un événement qui avait lieu en mars 2018 dans le Caucase. C'est une photo qui est prise à Sotchi, pour ceux qui se rappellent des Jeux Olympiques à Sotchi. Et donc ce qui s'était passé à ce moment-là, c'est quelque chose d'assez classique. Il y avait eu une tempête de sable au-dessus du Sahara, donc il y a la source sur la carte à gauche ici. Et puis la tempête avait fait soulever des masses de poussière de sable importantes qui avaient traversé la Méditerranée, qui s'étaient redéposées. Alors dans ce cas sur l'Europe de l'Est, mais ça arrive aussi souvent sur l'Europe de l'Ouest. Et puis là, les masses étaient vraiment très importantes et donnaient lieu à ce changement spectaculaire de la couleur de la neige. Donc nous, quand on a vu ça, on s'est dit, bon, bah voilà, on a notre modèle, il marche à peu près, on va essayer de savoir, la question c'était vraiment de savoir quel est l'impact en termes de fonte et en termes de durée d'enneigement de ce type d'événement spectaculaire sur la fonte du manteau neigeux. Alors pour ça, on a combiné notre modèle avec des données satellites. Donc ça, c'est les données du satellite Sentinel-2, donc qui passe avec une revisite à peu près de 5 jours au-dessus de toute la Terre et qui donne des images qui sont magnifiques à 20 mètres de résolution. Donc c'est complètement fou. Donc c'est l'image composite là, en couleur naturelle qu'on voit sur la gauche. Je suis désolée, le contraste il est pas super avec le orange. Donc ça, c'est la zone de Sotchi dont j'ai parlé tout à l'heure. Juste un petit peu après l'événement de dépôt de poussière. Donc on voit que les zones oranges, donc c'est les zones sud qui ont un peu fondu et où la poussière s'est vraiment accumulée et a été retenue en surface. Et puis sur les zones nord, c'est un peu plus blanc parce qu'en fait il y a eu des chutes de neige après le dépôt de sable. La poussière est partiellement ressortie à certains endroits, surtout à basse altitude. Et il y a un truc que je trouve marrant, c'est qu'on voit vraiment les pistes de ski qui apparaissent plus blanches en fait que le reste de la neige, parce qu'en fait les pistes de ski, comme elles sont damées, ça enfonce la poussière à l'intérieur du manteau neigeux et du coup elle est plus en surface. Donc on le voit sur la photo, à gauche c'est vraiment ce qu'on verrait à l'œil nu, et à droite c'est ce qu'on arrive à retrouver en termes de contenu en poussière à partir de l'image satellite. Donc plus c'est rouge, en gros, plus il y a de la poussière, et plus c'est jaune, plus c'est propre. Voilà. Donc on voit ces petits serpents là qui sont donc, du côté nord, du côté en haut. Je ne sais pas si on arrive très bien à les voir, mais qui correspondent en fait aux pistes de ski qui sont plus propres. Donc en fait, on a combiné ça avec le modèle que je vous ai présenté tout à l'heure.
Et on a fait l'exercice de simuler l'évolution de la hauteur de neige avec et sans l'événement de poussière. Et donc ça, c'est les résultats que je montre sur le graphique ici. Donc sur l'axe Y, c'est l'évolution de la hauteur de neige en fonction de la date, encore une fois. Et puis ici, j'ai deux enveloppes. Donc l'enveloppe, ça correspond à peu près à l'incertitude du modèle. Une rouge qui prend en compte le dépôt de poussière et une grise qui ne prend pas en compte le dépôt de poussière. Donc ce qu'il faut regarder un peu, c'est surtout c'est les médianes, donc c'est les traits tiretés. La date du dépôt de poussière, c'est la valeur verticale au milieu du graphique. Et puis, pour être sûr qu'on ne fait pas complètement n'importe quoi, on a quand même comparé à des mesures. Et ça, c'est les petites croix noires, mesures qui nous ont été fournies du coup par la station russe de ski. Et on voit que notre modèle, dans sa version prenant en compte le dépôt de poussière, représente quand même très bien la décroissance de la hauteur de neige au moment de la fonte. Donc, on a une bonne représentation de la vitesse de fonte. Alors, ce que nous dit ce graphique, c'est que, du coup, si on fait la différence entre la date à laquelle, dans l'ensemble gris-bleu, il n'y a plus de neige, et la même chose pour l'ensemble rouge, ça nous donne, ce différentiel, l'impact en termes de nombre de jours de neige au sol de notre dépôt de poussière. Et donc là, on voit que c'est quasiment un mois de neige en moins pour un seul événement de dépôt. Spectaculaire soit-il, mais un seul événement de dépôt. Et donc, à droite, c'est pareil, c'est la différence en nombre de jours entre la simulation avec poussière et la simulation sans poussière. Donc, pour différents points, il faut regarder la valeur en 7.3 qui correspond à l'événement, là, à différentes altitudes. Et on voit que selon l'altitude, l'événement va avoir pour impact un raccourcissement de la saison d'enneigement de à peu près 10 jours à quasiment un mois. Donc, ça va être gigantesque en termes d'exploitation de la station de ski, mais aussi en termes d'hydrologie et aussi pour les écosystèmes. Alors, ce qui se passe, c'est que ces événements-là, ils arrivent pas du tout qu'en Russie. Ils arrivent souvent ici, et je pense qu'on le sait très bien après les événements de cette année. Et en fait, ils arrivent vraiment tous les hivers, des fois aussi plusieurs fois par hiver. Simplement, l'intensité de ces événements varie énormément d'une année sur l'autre, donc ils sont plus ou moins visibles. Ça, c'est la webcam qui est au col du Lautaret. Alors, j'ai un petit faible pour le col du Lautaret, puis on a un site de mesure là-haut, donc vous allez beaucoup voir le col du Lautaret aujourd'hui. Donc, à gauche, avant un événement de poussière en avril 2018, et puis à droite, après un événement de poussière. Donc, on voit déjà qu'il y a un changement de la teinte du manteau neigeux. Donc, nous, on a voulu savoir, avec notre modèle que je vous ai présenté avant, en moyenne, sur les dernières 40 années, sur les massifs montagneux français, quel était l'impact de ces événements de poussière et quel était l'impact de la pollution atmosphérique de type carbone suie que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc pour ça, on a fait des simulations pendant 40 ans sur toutes les Alpes et sur toutes les Pyrénées, donc en séparant en 4 zones géographiques, Alpes du Nord, Alpes du Sud, Pyrénées français et Pyrénées espagnoles. On a mis dans nos simulations en entrée des flux de dépôt qui proviennent de modèles atmosphériques, donc des flux de dépôt de carbone suie et des flux de dépôt de dust. Donc c'est ce qui est représenté sur la droite. Donc ça, c'est le dépôt annuel, la masse déposée annuellement, tant qu'il y a de la neige, en fonction du temps. En bas pour la poussière du Sahara et en haut pour le carbone suie. Alors, ce qui est assez frappant, je ne m'étais pas forcément rendu compte de ça avant, c'est que, en fait, pour le carbone suie, ce qu'on remarque, alors pas partout en Europe, mais sur certaines parties de l'Europe, c'est qu'il y a eu un pic de dépôt dans les années 90 et que depuis les années 90, en fait, il y a une décroissance de ces dépôts. Pour les poussières, ce qu'on voit, c'est que, il y a une très, très forte variabilité interannuelle. En gros, la masse déposée au sol dépend vraiment beaucoup de l'année. Et qu'il n'y a pas vraiment de tendance significative sur les 40 dernières années. Donc, on a combiné ça avec notre modèle de neige et on a pu calculer, donc là, c'est l'exemple pour les Alpes du Nord, le raccourcissement de la durée d'enneigement qui est dû à ces dépôts de sable et à ces dépôts de pollution. Et c'est ce qu'on voit sur l'image de gauche. Alors, je suis désolée, le graphique est peut-être un peu compliqué. Donc, en axe Y, c'est l'altitude, parce qu'en fait, l'effet dépend beaucoup de l'altitude et de la quantité de neige qu'il y a au sol. Et en axe X, c'est le delta en nombre de jours, donc le raccourcissement qui est dû à un type d'impureté en particulier. Alors, en orange, c'est pour les poussières, juste en prenant en compte les poussières. En gris, c'est juste en prenant en compte le carbone suie. Et en rouge, c'est en prenant en compte les deux types combinés. Alors attention, c'est pas linéaire, hein, les effets s'additionnent vraiment pas du tout parce qu'il y a des effets non linéaires de saturation au niveau de la couleur de la neige. Et donc nous, alors sur les Alpes du Nord que je montre ici, ce qu'on voit, c'est que l'effet qui est prédominant, c'est l'effet du carbone suie. C'est pas l'effet des poussières sahariennes. Ça, c'est moins vrai sur les Pyrénées, mais sur les Alpes du Nord, c'est vraiment le cas. Et puis ce qu'on calcule en moyenne, c'est que depuis les 40 dernières années, poussière plus carbone suie, c'est responsable d'un raccourcissement de la saison d'enneigement de 17 jours. Donc plus de 2 semaines d'enneigement en moins, qui est vraiment dû à ces dépôts de poussière colorée dans la neige.
Et ce qu'on montre aussi, alors ça c'est important en plus pour les modélisateurs et puis aussi pour tous ceux qui étudient les ressources en eau et qui prévoient les ressources en eau, c'est qu'il y a 30% de la date de fonte du manteau neigeux, 30% de sa variance, qui est vraiment contrôlée par la variabilité des flux de dépôt de poussière absorbante. Ce qui fait que quand on veut essayer de prévoir la date de fonte de la neige, pour une raison ou pour une autre, eh ben on a vraiment besoin de prendre en compte ces flux de dépôt de particules colorées. Alors, du coup, ça a des impacts, comme je le disais tout à l'heure. C'est 17 jours d'enneigement en moins. On a calculé quel était l'impact en termes d'hydrologie, donc en termes de disponibilité, de date de disponibilité de l'eau de fonte en montagne. Donc, c'est ce qui est représenté par le graphique en haut à gauche. Donc, c'est la quantité d'eau de fonte par jour en fonction du temps, avec et sans impureté. Donc, là, pareil, on n'a pas de changement de l'intensité du pic. Donc, on a toujours la même quantité au total cumulée sur la saison d'eau qui va sortir. Par contre, elle va pas sortir au même moment. Elle va sortir 15 jours plus tôt. Et du coup, ça, c'est important pour l'hydroélectricité, pour l'agriculture, et puis pour tout ce qui se repose sur les ressources en eau en montagne. Et puis, une deuxième raison pour laquelle c'est important, ce décalage de 17 jours, c'est que quand il n'y a plus de neige au sol, le sol, il est plus protégé par la neige de la température de l'air. Et du coup, il va s'ajuster plus vite avec les variations de température de l'air. Donc, il peut soit se refroidir, soit se réchauffer. Mais il n'est pas protégé de la même manière. Et donc ça a un impact sur les plantes qui vivent en altitude et aussi sur les animaux. Ensuite, la question qu'on s'est posée, parce qu'elle se pose beaucoup dans nos communautés un peu de montagne et de gens qui font du ski de randonnée aussi, c'est est-ce que ces impacts-là, est-ce que ces dépôts-là, ils ont un impact sur le risque d'avalanche? Quand il y a un gros dépôt de sable saharien, comme celui qui a eu lieu par exemple en février cette année, donc ça c'est l'image de gauche qui a été prise dans les Pyrénées, est-ce que ça change quelque chose au risque d'avalanche? Et ça c'est une question à laquelle jusqu'à présent on n'avait pas vraiment de réponse. Donc en utilisant notre modèle dans sa version ensemblite, c'est-à-dire la version où on prend vraiment en compte les incertitudes, parce que c'est des choses très fines qu'on va regarder au niveau de l'instabilité du manteau neigeux, on a essayé de répondre à cette question. Alors le phénomène qu'il y a derrière, c'est que je vous ai parlé du changement de couleur de la neige quand il y a un dépôt de poussière. Ce changement de couleur, il occasionne un changement de température à cause de l'énergie absorbée qui est différente. Mais ce changement de température, il n'est pas seulement en surface du manteau neigeux. Il va avoir lieu sur toute la colonne du manteau neigeux. Et qui dit changement de température sur toute la colonne du manteau neigeux dit que les échanges de vapeur d'eau et les changements de structure de la neige, ils vont être modifiés par la présence de dust sur l'intégralité du manteau neigeux. Donc on peut se dire que potentiellement, la présence de poussière va changer quelque chose à la manière dont la structure de la neige évolue et du coup à l'instabilité mécanique du manteau neigeux. Alors, ce qu'on a montré jusqu'à présent, alors c'est des conclusions assez préliminaires. La première conclusion qu'on a, elle est assez logique, elle est assez facile à comprendre, c'est que comme la neige absorbe plus d'énergie et fond plus vite, il y a plus d'eau liquide plus tôt en saison dans le manteau neigeux quand il y a un dépôt de poussière. Et du coup, ça veut dire que toutes les avalanches qui sont liées à la présence d'eau liquide, donc les avalanches qu'on appelle de neige humide en fin de saison, elles vont avoir lieu plus tôt s'il y a un dépôt de poussière que s'il n'y a pas de dépôt de poussière. Et après, on s'est posé la question de qu'est-ce qui se passe pour les avalanches de neige sèche, donc les avalanches que nous on appelle de plaques, qui étaient représentées là sur l'image à droite ici. Et là, la réponse, elle est beaucoup moins claire. En fait, il y a des cas où ça change. La majorité des cas, le dépôt de poussière, il fait absolument rien sur ce type d'avalanche. Et puis, il y a des cas où ça stabilise et il y a des cas où ça déstabilise. Donc, c'est vraiment très dépendant des conditions météorologiques et des conditions d'enneigement au moment où il y a le dépôt de poussière. Et puis, après tout ça, il nous est arrivé ça. Ça, c'était cette année. C'était en février. Alors, peut-être certains d'entre vous se rappellent de cet événement. C'était un samedi où tous les Grenoblois qui se sont levés et qui ont regardé le ciel ont été sans doute un peu surpris parce que l'intégralité du ciel était orange. Et la neige est aussi devenue orange. Donc ça, c'est l'événement vu de ma caméra préférée du col du Lautaret, donc avant, pendant l'événement et après. Alors, ce qui s'est passé pendant cet événement, c'est la même chose que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est un nuage qui est rempli de poussière de sable qui vient du Sahara et qui est venu se déposer. Alors, c'était spécialement intense, c'est pour ça que ça a beaucoup marqué les esprits. Et du coup, à ce moment-là, ce qu'on a décidé, le pari qu'on a fait, alors c'était un samedi, c'était un week-end, mais on a beaucoup travaillé ce samedi-là avec tous les collègues avec qui je travaille sur ce sujet. Et on s'est dit, tiens, quand même, on a beaucoup d'incertitudes sur ce que nous donnent les flux de dépôt qui viennent des modèles. En vrai, on connaît pas très bien, on sait pas très bien contraindre la masse totale de poussière qui vient au sol. Est-ce qu'on n'essaie pas de lancer une campagne de sciences participatives et de demander aux gens de nous prélever de la neige orange et de nous la ramener pour qu'on puisse l'analyser en laboratoire?
Donc le soir de ce samedi-là, donc mon collègue Simon Gascon de Toulouse, il a lancé un appel sur Twitter à tous les montagnards en fait de nous prélever de la neige orange. Alors on avait imaginé un protocole de prélèvement assez simple, donc à l'aide de boîtes de fromage blanc ou de boîtes de conserve, le tout étant qu'on connaisse bien la surface qui avait été prélevée pour que nous on puisse en déduire quelque chose. On savait pas du tout si ça allait marcher, si ça allait prendre, et en fait ça a été beaucoup relayé par la presse locale, donc à la fois à Toulouse et à la fois dans les Alpes. Et en fait on a reçu énormément de prélèvements, dont des gens qui ont prélevé de manière professionnelle avec les coordonnées GPS parfaites, les photos des prélèvements, tout était bien marqué. Donc on a aussi beaucoup travaillé pendant plusieurs semaines après ça. Donc ça, c'était la tête du frigo du laboratoire juste après l'événement, où on avait tout un tas de boîtes qui contenaient tous de la neige fondue, du coup de l'eau orange, avec des contenants vraiment de toutes sortes. Et c'était assez excitant. Donc après, on a pris ces échantillons. Au total, on en a reçu 150, un peu plus de 150. On n'était pas très organisé pour la collecte et tout ça, mais bon, c'était un coup d'essai, donc c'était déjà pas mal. Et puis on les a ramenés en laboratoire, et en laboratoire, on les a filtrés, donc avec des pompes à vide, et puis on les a fait sécher. Et ça, c'est ce qui ressort un peu. C'est une partie des échantillons que je vous montre ici. Donc c'est le dépôt sec une fois que ces échantillons de neige ont été filtrés et été séchés. Moi, j'aime bien parce que j'ai l'impression de voir, je sais pas, une palette de peintre ou une palette de maquillage, ou je sais pas, mais il y a vraiment des variations de couleurs qui sont très très impressionnantes. Alors au total, comme je disais tout à l'heure, on a eu 157 échantillons, et 157 échantillons qui viennent de beaucoup d'endroits différents. Parce qu'en fait, donc au début, il y a les Pyrénées et les Alpes françaises qui se sont beaucoup activées. Donc on voit tous les points là, ça correspond à des échantillons qui nous ont été ramenés. La couleur correspond à la masse de poussière qu'on a trouvée dedans. Comme tout à l'heure, plus c'est rouge, plus il y a de la poussière dedans. Donc on en avait beaucoup dans les Pyrénées, beaucoup dans les Alpes, et puis il y a le réseau d'observateurs de la neige professionnels suisses qui s'est aussi motivé pour nous faire une collecte, et ça c'était vachement bien parce que ça nous a permis de suivre en fait l'arc alpin. Donc on a eu des échantillons qui venaient de Suisse, de toute la Suisse en fait. Autant vous dire que c'était vachement plus carré les boîtes que celles que je vous ai montrées tout à l'heure. Alors on est encore en train d'analyser les résultats de cette campagne. Qui était, voilà, c'est un moment unique en fait, je pense un peu dans la vie d'un chercheur d'avoir ça. Et en fait, au début, moi, j'avais très peur parce que je me suis dit les gens ils ont prélevé, mais on leur a pas donné des consignes très claires. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir en sortir quelque chose de ces données? Et ça, c'est des résultats préliminaires. Alors, on va peut-être plutôt se concentrer juste sur le graphe qui est en haut à gauche, qui montre la masse en fonction du massif dans lequel les échantillons ont été prélevés. Donc ça, c'est des boîtes à moustaches, on dit dans le jargon, de la masse de poussière en fonction de la localisation de l'échantillon. Et donc là, on voit très bien que en Suisse, il y en avait beaucoup moins que dans les Alpes, et dans les Alpes, il y en avait beaucoup moins que les Pyrénées. Donc on a vraiment quelque chose de logique. Si on regarde ça en fonction de la distance à la source, donc ça c'est le graphique de droite, on voit une vraie décroissance qui a l'air significative et qui est vraiment logique de la quantité de poussière trouvée dans la neige en fonction de la distance à la source. Voilà. Et donc on analyse aussi des tas de choses dessus en ce moment. Donc on analyse on analyse aussi la distribution des tailles de la taille des poussières qui sont un peu plus grosses dans les Pyrénées que dans les Alpes françaises, dans les Alpes suisses, et aussi la minéralogie. Est-ce que c'est la même minéralogie qu'on trouve dans les Pyrénées ou plus loin de la source? Et donc ça va nous donner vraiment des informations super importantes pour après pouvoir contraindre nos modèles et faire des prévisions de plus grande qualité. Et puis ça a été l'occasion aussi de lancer un projet de recherche de sciences participatives et aussi très multidisciplinaire, parce qu'en fait on s'est retrouvé à travailler avec des labos de chimie, des labos de physique de l'environnement, des labos qui mesurent la quantité d'éléments radioactifs dans les échantillons, etc. Donc c'était vraiment un chouette projet qui est en cours, et c'est une super aventure qui est loin d'être finie. Voilà. Et du coup, pour conclure, ce que je voulais dire aujourd'hui, ce que je voulais montrer, c'était que la pollution et la poussière augmentaient du coup l'absorption du rayonnement solaire dans la neige, et du coup modifiaient profondément l'évolution de la neige. Du coup, c'était important de l'étudier. Ça tombe bien parce que c'est ce que je fais. Ensuite, que l'impact de ces dépôts de poussière, ils accéléraient la fonte, qui raccourcissait la durée d'enneigement au sol. Et ça, en cascade, ça a des impacts sur l'hydrologie, sur la température du sol et sur les écosystèmes. Et puis, ce qu'on commence à chercher un peu, c'est du coup ce que je vous ai montré tout à l'heure sur les avalanches, c'est que il peut y avoir d'autres impacts, en particulier sur la stabilité mécanique. On commence à avoir des pistes de conclusion, mais qu'on a encore du travail à faire là-dessus. Et puis,
un truc mignon que j'avais trouvé sur les réseaux sociaux et que j'avais bien aimé, c'est après l'événement de début février, du coup au-dessus de, plutôt on va dire le sud de l'Europe, il y a eu un deuxième événement fin février de dépôt de poussière qui cette fois est allé beaucoup plus loin au nord, qui a touché jusqu'à la Scandinavie. Et du coup, notre l'homologue, on va dire finlandais du Centre d'études de la neige, donc le Finnish Meteorology Institute, ils ont lancé un appel sur les réseaux sociaux aussi à récolte d'échantillons de neige orange et eux, ils en ont récupéré du coup 500 parce que c'est devenu à la mode et ils sont en train de les analyser. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Marie. C'était passionnant et très, très clair. Maintenant, on va pouvoir passer aux questions et j'imagine que vous avez des questions à poser à Marie Dumont, aussi bien là dans la salle qu'en ligne. Alors, qui se lance? Alors ici, première question dans la salle. Merci, c'était très très clair. Alors ma question c'est, tu as montré que dans les années 90, il y avait un pic visiblement de suie de carbone. Est-ce que tu as une hypothèse qui justifie de cette production et puis ensuite de ce déclin après? Alors, je suis pas une spécialiste de ça, Eric, mais on a quand même cherché à essayer de comprendre, hein, savoir si c'était vraiment réel ou si c'était que notre modèle qui donnait ça. Il y a des mesures qui donnent ça. Il y a des mesures en Suisse, il y a des mesures en Angleterre, il y a des mesures en Allemagne qui donnent exactement les mêmes tendances. Et je crois qu'on attribue ça au changement dans les émissions en Europe. Voilà, j'ai pas plus de détails sur le sujet, mais c'est quelque chose qui existe vraiment, qu'on détecte vraiment. Et c'est quelque part c'est une bonne nouvelle parce que dans ce que j'ai pas montré là aujourd'hui, c'est que du coup cette décroissance du black carbone, elle limite un peu le déclin de la neige. En gros, si on était resté au même niveau de carbone suie qu'on était dans les années 90, il y aurait encore moins de neige maintenant que ce qu'il y a aujourd'hui. Et ça a un impact vraiment significatif en fait. Une question là-bas dans la salle, totalement à droite. Et du coup, cette observation, vous avez pu la faire aussi sur d'autres massifs, sur d'autres manteaux neigeux de la planète, parce que là, on voit que c'est localisé, mais qu'en est-il en fait de l'ensemble de la planète, que ça soit la calotte glaciaire ou autre Tu veux dire en termes de flux de dépôt de carbone, Oui, en etc. termes de flux de dépôt de non, carbone. alors c'est très très variable. Il y a des endroits où ça augmente, il y a des endroits où ça diminue, mais c'est pas du tout ce que je montre là sur les. C'est pas du tout représentatif de ce qui se passe à l'échelle globale, non. C'est ce qui se passe sur l'ouest de l'Europe. Voilà, c'est ça. Mais vous avez des données et aussi des mesures. Il y a des données sur, par atmosphériques. exemple, oui, il y a des données atmosphériques. Côté Asie ou côté États-Unis. Oui, tout à fait. En question dans la salle. Est-ce que dans les temps historiques, on a des narrations de tels phénomènes de chute de poussière saharienne? Alors, je ne sais pas exactement à quoi vous faites référence par temps historique. Ce qu'on connaît, c'est les carottes qu'on fait en haut des glaciers. Donc, par exemple, au Mont Blanc, il y a des travaux qui ont été faits dans les années 90 qui sont assez connus là-dessus. Où en fait, on prélève des carottes qui n'ont jamais fondu, des carottes de neige, et qu'on analyse, et du coup, ça nous donne une archive en fait des événements de dépôt. Et alors, il y a, je me rappelle plus exactement, je suis désolée, je pourrais revenir avec vous avec des chiffres plus exacts, mais on détecte des tendances à des endroits. Alors, en Europe, enfin chez nous, dans les Alpes, il n'y a pas de tendance récente sur les dépôts. C'est vraiment sur les dépôts sahariens, c'est assez plat. Il n'y a pas vraiment de tendance récente. Sur le Caucase, il y a des gens qui ont montré en analysant les carottes qu'il y a une légère tendance à l'intensification des événements de dépôt et aussi à l'augmentation de la fréquence des événements de dépôt. Ce que je sais. Alors une question en ligne. Oui. Oui, alors c'est extrêmement petit, c'est pas microscopique mais presque. Alors j'imagine que c'est ça, une question de Jade. Est-ce qu'on a des phénomènes de dépôt? Ah, merci de grossir. Parce que... Est-ce qu'on a des phénomènes de dépôt similaires aussi côté Amérique, les Amériques, du Nord et du Sud? Alors oui, bien sûr. Alors après, par contre, les sources de poussière, ça va pas être les mêmes. Les sources de poussière majoritaires en Amérique du Nord et du Sud, ça va être
très souvent, si je me trompe pas, des sources de poussière qui sont plus locales. Donc, par exemple, dans le Colorado, dans les Rocheuses, etc., on a des sources locales de zones très arides et très sèches. Et du coup, ça va être ces zones-là qui sont les contributeurs majoritaires aux dépôts de poussière, mais ça va donner des dépôts qui sont largement équivalents à tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, et même des fois encore plus intenses en termes d'impact sur le manteau neigeux. Et pareil, en Amérique du Sud, il y a aussi des sources locales qui sont importantes. Très bien. Voilà, on a une question, vous allez reconnaître la voix. Oui, c'est Amal qui parle. Merci beaucoup pour ta présentation. C'était super intéressant et très, très clair. Voilà, ma question est la suivante. Tu as parlé de sable et de la couleur que ça a amené dans la neige. Est-ce que ce sable, est-ce qu'on sait ce qui le compose? Parce que je sais qu'il y a différents types de sable. Et puis en même temps, ce sable, il peut amener d'autres choses que simplement du minéral. Est-ce qu'il n'y a pas un impact? Est-ce qu'on a des informations là-dessus sur le fait que ça transporte aussi des bactéries, des graines, des choses comme ça? Alors, il y a des analyses qui sont en cours là-dessus. Alors moi, je suis pas une experte de ça. C'est des analyses qui sont faites à Toulouse où on regarde un peu tout ce qu'on trouve en fait dans les échantillons que j'ai donnés. Après, avec la méthode sur laquelle mes échantillons là ils ont été prélevés, c'est un peu dur de savoir ce qui vient du prélèvement au moment où il a été fait. Ce qui était préexistant dans l'échantillon, ce qui vient avec le sable, ce qui était déjà là dans la neige. Donc c'est un peu dur de faire la part des choses entre ces différentes sources, mais c'est des choses qu'on est effectivement en train de regarder. Et après, le sable, oui, il peut être très différent d'un endroit à l'autre. Pour nous, c'est très important parce qu'il y a des dépôts. Alors celui-là, on voit, hein, c'est pas la même couleur que celui de début février parce que la zone source c'est pas la même. Et ça, pour nous, c'est très important parce que ça va changer l'impact au final que ça a sur la neige. Si c'est du sable jaune ou du sable rouge, ça fait pas la même chose. Et donc ça, c'est des choses qu'on regarde en détail et c'est ce que je faisais référence à la minéralogie tout à l'heure. Donc la quantité, la composition chimique de ces sables qui nous intéresse beaucoup. Pour la couleur, et puis qui peut être intéressante aussi pour d'autres choses, j'imagine, pour les écosystèmes qui reçoivent ces quantités de sable, ça doit peut-être potentiellement changer quelque chose. Oui, donc on va prendre les questions dans la salle. Vous dormez en ligne là, hein, alors vous êtes extrêmement savant, donc voilà, questions dans la salle, s'il vous plaît. Bonjour Marie, Thomas. Merci pour la présentation. Il me semblait qu'il y avait un mini-Miniatech ou un autre webinaire sur les algues dans la neige qui avait eu lieu. Il est là. Autant pour moi. Désolé, j'ai pas assisté. Du coup, je ne sais pas qu'est-ce qui génère la prolifération de ces algues dans la neige. Comme tu l'as évoqué en début de présentation, ça a aussi un impact, j'imagine? Ouais. Alors, on connaît pas l'impact de ces algues sur la neige. En tout cas, dans les Alpes européennes, il y a des endroits où on le connaît, par exemple au Groenland, sur les algues de glace plutôt. Et après, ce qui génère la prolifération, je vais laisser peut-être Eric, tu veux répondre ou c'est pareil en fait, on connaît pas. Et justement, avec Eric, on a un projet ANR là-dessus qui a commencé il y a 1 an, et on espère bien pouvoir apporter des réponses à qu'est-ce qui exactement fait proliférer ces algues, quand et dans quelle quantité. Merci. Donc je rappelle que vous pouvez rattraper votre retard en consultant les mini-Miniatech qui sont disponibles en replay et également les présentations sur le site de Minatech, site internet. Donc voilà, là, il faudra revoir le mini-Miniatech sur les algues. C'est disponible. Une autre question ici, là, à gauche. Oui, alors j'ai une question qui est peut-être un peu anecdotique, mais quelle était la source de cet événement impressionnant de février 2021 géographiquement, où était la source de cette tempête? Est-ce qu'on arrive à la localiser? Oui, alors on sait les localiser parce qu'en fait, les déplacements des masses de poussière, on les voit très très bien par satellite. Si je ne me trompe pas, c'était au-dessus de la Libye, mais je suis pas sûre de ne pas me tromper. Voilà, mais en tout cas, on la voit sur les images satellites. Donc ça, c'est assez facile à tracer. Et elles ont aussi, comme je disais, répondais tout à l'heure, la source, elle a une signature géochimique. Selon les quantités d'éléments qu'on retrouve, on va aussi pouvoir se rapprocher d'un endroit ou de l'autre du Sahara. Voilà. Je crois qu'on a... Alors, on va prendre une question en ligne et puis après, ici, question dans la salle. Alors, en ligne. Alors, quelle méthode
de caractérisation, j'imagine, mettez-vous en œuvre? Alors, méthode de caractérisation, pourquoi? Alors, monsieur le spécialiste de la caractérisation, François, Pour les espèces géochimiques, caractérisation. alors il y a de la microscopie électronique qui est faite. Ensuite, il y a des analyses spectrales qui sont faites à Ecolab, pareil. Et c'est pas moi la spécialiste, mais je vais pas pouvoir répondre beaucoup plus à ça. En tout cas, les échantillons, ils circulent entre Paris, Toulouse et Lille dans les labos qui sont spécialisés pour faire ce genre de choses. Et du coup, ça va être fait avec différentes techniques. Voilà, une autre question en ligne, et après on bascule. Est-ce que je recrute des modélisateurs? Oui, oui. Ouais. Envoyez-moi un CV. Oui, Guillaume, envoyez votre CV et Marie et son équipe regarderont avec intérêt. Alors, une question, allez-y, monsieur dans la salle. Merci, merci pour votre exposé, et puis merci de travailler dans ces domaines qui font rêver, qui donnent envie de faire de la science, la preuve, hein, des gens qui veulent déposer leur CV. Moi, je voulais savoir si, dans les phénomènes que vous étudiez, vous les reliez à l'évolution globale du climat, et donc à la grande question du changement climatique. Ça, c'était ma première question. Et ma deuxième, c'est est-ce qu'il y a des industriels qui s'intéressent à vos travaux et qui sont prêts à les utiliser pour leur propre business? Et est-ce que vous avez des relations avec des industriels? Alors, c'est une question très complète. Je vais essayer d'être concise. Alors, sur l'aspect, est-ce qu'on les met en lien avec le changement climatique? Oui, bien sûr. Nos travaux, on les place tout le temps dans le contexte du changement climatique. On essaye d'évaluer les tendances. C'est ce que j'ai commencé à montrer tout à l'heure en parlant de mes simulations là sur 40 ans, où il y avait des tendances sur le carbone tuile, pas de tendance sur les dust. Et par exemple, quand on a fait cette étude sur 40 ans, les données météo qu'on utilise en entrée pour modéliser notre neige, c'est des données avec des observations dedans, donc qui reflètent le changement climatique qui est en train de se passer. Donc on était capable sur une simulation de dire ça vient de l'élévation de température, ça vient du dépôt de carbone suie et ça vient du dépôt de poussière. Alors ce qu'on n'a pas encore fait, c'est de faire les calculs que je vous ai montrés en climat futur. Ça, c'est un truc qu'on aimerait bien faire, qui demande beaucoup de ressources, que j'ai pas encore fait, mais c'est vraiment ce que j'aimerais bien faire. Et en fait, ça demande d'avoir des modèles qui sont capables de faire des flux de dépôt de poussière et des flux de carbone suie dans le futur. Et ça, c'est pas tous les modèles qui sont capables de faire ça. Donc voilà, j'aimerais bien le faire bientôt, ça. Et alors, la deuxième question, c'était quoi? Ah oui, les business. Alors, moi, non, en général, j'ai pas été contactée j'ai pas eu de contact avec des industriels sur ces sujets-là. Au centre d'études de la neige, par contre, on a des contacts avec des industriels plutôt dans l'aéronautique pour des questions de givrage. Et puis aussi pour l'industrie du ski, pour des questions de frottement et de mécanique. Voilà. Ouais, parce qu'on ne skie pas de la même manière sur du sable ou sur de la neige. Une Bonjour. question là en salle. Bonjour. Oui, j'avais juste une petite question. Je me demandais s'il n'y avait pas des effets positifs justement de ces sables sur notamment par exemple la fertilisation des sols pour les écosystèmes. Est-ce que c'est pas aussi nécessaire pour les écosystèmes alpins d'avoir un apport de minéraux extérieurs? Alors, je vais pas être capable de répondre proprement à cette question. C'est une question que je me pose aussi. Je pense que ces quantités de sable qui sont non négligeables, elles ont forcément un impact sur l'écosystème dessous. Mais je le connais pas. Je suis désolée. Mais après, ce qu'il faut voir, c'est que, les poussières du Sahara, c'est quand même un phénomène qui est naturel. Il n'y a pas de cause anthropique là-dedans. Je suis pas sûre qu'on puisse dire que c'est un mal ou un bien. C'est juste, ça tombe et l'impact, c'est ça en termes de durée d'enneigement. Enfin, c'est pas. Et une deuxième toute petite question basique, c'était juste, en fait, pour la formation de la neige dans l'atmosphère, d'un flocon de neige, il n'y a pas toujours besoin d'une particule solide Si, il y a souvent besoin d'une particule solide au milieu pour qu'il y ait moins d'énergie, pour diminuer l'énergie qui est nécessaire à la formation du cristal. Mais justement, par exemple, les poussières de sable, là au FMI, ils sont en train de regarder si elles ont ce caractère ou pas si elles favorisent ou pas la formation des cristaux de neige. Ce qu'il faut voir, c'est que sur l'événement de février que je vous ai montré tout à l'heure, la majorité du sable, il est tombé sans précipitation. Il est tombé sous forme sèche. À Grenoble, vous avez dû le voir sur vos voitures. C'est tombé sans pluie, en fait. Indépendamment du caractère favorisant ou non de la formation de flocons.
On se souvient, c'est grâce aux voitures qu'on a pu voir, oh, tiens, il se passe un phénomène. Alors, une autre question, on va passer le micro dans la salle. En attendant, je vais peut-être te poser une petite question. Il y a une mission qui a eu lieu, alors, je ne sais pas si elle a été interrompue à cause de la pandémie, mais qui s'appelle Mosaïque. Oui. Est-ce que le Centre d'études de la neige participe ou a participé à cette mission internationale Non, vraiment de très très loin. Vraiment de très très loin. En encadrant quelques étudiants et on suit, mais on n'était pas impliqués dans les campagnes de mesure. D'accord, merci. Parce que j'ai vu un reportage sur Arte ou sur la 5 sur cette mission-là et c'était aussi passionnant. Donc j'invite aussi les gens à aller regarder cette mission Mosaïque. Bah, c'est le même genre de mesures que ce que nous Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'était plus romancé dans un périple d'un brise-glace. Sur un brise-glace coincé qui se laisse, là-haut dans l'Arctique. voilà. Oui, j'avais une question. Est-ce qu'il y a des études particulières sur l'impact de l'absence d'enneigement ou de la diminution de l'enneigement sur les écosystèmes? Est-ce que les seules espèces qui vont disparaître, c'est les skieurs? Alors oui, il y a des études là-dessus. Alors la plupart des études sont relativement récentes. Donc il y a des études qui essayent de mettre en lien la distribution des espèces avec la durée de l'enneigement. Et du coup, de faire des projections sur comment ce sera dans le futur avec un enneigement qui change. Il y a des études qui se font sur l'évolution de la température du sol en fonction de la durée d'enneigement et qui montrent qu'il y a un réchauffement du sol qui est lié à la diminution de l'enneigement dans les Alpes. Mais c'est des études vraiment très récentes. Voilà. Merci. Si vous pouvez repasser le micro. À moins que vous ayez d'autres questions. C'est vrai, Elle fait des signes là-haut. Oui, les signes, c'est... Attention, il neige ce soir. Non, c'est ça le signe, non? C'est pas ça? Non, très bien. À moins qu'il y ait une dernière question dans la salle, on peut applaudir à nouveau Marie Dumont. Merci. Pour cette présentation extrêmement intéressante à tout point de vue. Donc, je vous invite à partager aussi autour de vous la vidéo qui sera disponible. Donc aussi, à partager au sein de collègues ou même de votre famille cette vidéo parce que je pense qu'on apprend beaucoup de choses et c'est très pédagogique. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une présentation des matériaux 2D de Mathieu Jamet, qui va nous parler donc de ces matériaux. Et Mathieu Jamet, qui, j'ai oublié de le dire, est chercheur en physique à Spintech, voilà, à l'Institut IRIC du CEA. Donc, bon week-end, soyez prudents, n'oubliez pas vos pneus neige, et puis à la semaine prochaine. Merci. Merci Thibaut.